En périphérie des grandes villes, on retrouve un modèle urbain dont le paysage peut sembler presque banal. Ce paysage, c'est notamment celui des entrées de ville et de lotissements pavillonnaires. Il est facilement associé à un mode de vie chargé de stéréotypes. La place centrale de la voiture, l'étalement urbain, de grandes zones commerciales, un certain repli sur soi. Une expression s'est largement répandue après la une du magazine parisien Télérama, Halte à la France moche. La France moche, c'est une bêtise à mon avis, parce que ça empêche d'aller comprendre ce qui se passe, les récits de vie, les trajectoires de ces personnes. Comment les gens viennent ici, quoi. On se rend compte qu'il y a autant de raisons que de personnes, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, d'éviter de trop homogénéiser. Je pense qu'il faut vraiment faire de l'anthropologie et aller dans le détail de ces trajectoires de personnes et écouter ce que les personnes racontent. Les communes périurbaines sont très souvent le territoire de l'habitat pavillonnaire, un modèle aujourd'hui largement critiqué pour sa consommation d'espace. Pourtant, il reste l'idéal résidentiel pour près de 80% des Français. En généralisant, un parcours revient souvent, celui d'étudiants et de jeunes actifs qui commencent par s'installer en ville, attirés par la vie sociale et culturelle. Lorsqu'arrive le moment de fonder une famille, ils cherchent plus d'espace, plus de calme, et se tournent alors vers le périurbain. Puis voilà, j'ai un petit bout de jardin, c'est pas très grand, mais voilà, au moins le petit il joue là. Voilà, l'été, on met la petite piscine gonflable, il est content. C'est un autre confort de vie. Franchement, je n'ai pas de bruit ici. Même l'été, même quand on fait la barbecue, on entend les voisins à droite à gauche, mais voilà, c'est de la vie en fait. Avoir son pavillon, c'est avoir son bout de nature, mais qui ne fait pas partie de la nature. Mais d'autres considérations entrent en jeu, notamment d'ordre financier. L'argent que vous n'avez pas, ou le capital dont vous ne disposez pas, vous le constituez pendant vos week-ends en travaillant vous-même et avec des amis. Et ça, c'est une possibilité que n'offre pas l'habitat collectif. Et puis, s'il y a des réparations à faire, vous maîtrisez votre bien. Si la toiture fuit et que vous n'avez pas d'argent, vous mettez une bâche et vous allez régler quand même le problème. Pour approcher au mieux ces dynamiques complexes, notre enquête s'est concentrée sur les communes de la seconde couronne de l'Est de la métropole lyonnaise. Car toutes les périphéries ne se ressemblent pas et chacune soulève des enjeux spécifiques. Nous nous sommes donc intéressés plus particulièrement à deux de ces communes. La première, Corba. On est dans la métropole, mais on est au bord, puisqu'après nous, c'est plus la métropole. On est sur un tiers de la commune qui est encore rurale, qui est agricole. Et c'est vrai que les gens cherchent à se promener, à s'aérer, à s'oxygéner. La seconde commune étudiée, Mézieux. Et donc vous avez cette ville qui, d'un côté, vous avez Planté, de l'autre, vous avez Mathiolan, vous avez le centre qui n'est pas dense, limite du centre, des pavillons jusqu'au sud de la ville et jusqu'au bois de Mézieux. Et plus on va se rapprocher du bois, plus les maisons vont devenir cossues, les terrains plus importants, plus on va se refermer pour se protéger de l'autre. Et puis de l'autre côté du tram, ce pavillon médian, dirais-je, de population moyenne, et de l'autre côté, une population plus cossue quand on va en direction du grand large. Portées par des dynamiques propres, ces deux communes n'en partagent pas moins les marques d'une seconde couronne, parmi lesquelles un attachement parfois ténu de la part des habitants, que certains qualifient de ville dortoir. Moi, ça me fait plutôt penser à des personnes qui viennent chercher une qualité de vie, mais qui ne sont pas attachées en fait à la vie de la commune. Est-ce que vous vous sentez Majolane Non. J'habite à Mézieux, quoi. Dans ces communes où l'attachement collectif semble parfois moins marqué, l'ancrage se joue-t-il davantage à l'échelle du quartier, du pavillon ou de la sphère privée? Et cette idée d'entre-soi, souvent associée aux zones pavillonnaires périurbaines, est-elle une réalité vécue ou simplement un autre cliché? C'est un peu pour moi le fond d'idée que chacun a, qui n'est pas du tout un fond mauvais, mais qui est, je veux de l'espace pour moi, parce que je fais de la musique, ça fait du bruit, ça gêne les voisins, ça peut être pour plein de raisons très bonnes. Moi j'ai des propriétaires qui me demandent de fermer.
ça reste quand même une petite communauté conviviale, mais il y a quand même du chacun chez soi. Regardez un lotissement, les maisons sont toutes les mêmes, et vous avez des gens qui peuvent emménager à peu près avec les mêmes revenus, les mêmes situations professionnelles, tous en même temps, puis ça fait une espèce d'entre-soi. Mais enfin, vous retrouvez aussi en ville des formes d'entre-soi. Le tri ne se fait seulement qu'au prix d'achat du bien. C'est dans ce contexte parfois perçu comme protecteur que l'arrivée de nouveaux logements sociaux dans le diffus peut susciter des inquiétudes. Il y a une forme de racisme social, c'est peut-être un peu fort, mais de méfiance vis-à-vis de personnes aux revenus plus faibles qui viendraient s'installer. Nous, le logement social, nos enfants y sont, nos grands-mères y sont. C'est pas les étrangers qui nous prennent le pain des Français. On est au XXIe siècle, mais il ne faut pas se leurrer qu'il y a encore une mauvaise perception par un grand nombre de la population. Alors que 80% de la population en France peut bénéficier de cette typologie de logement. À chaque conseil, je suis attaqué par l'opposition sur le logement social. Si ces territoires renvoient parfois l'image d'un entre-soi pavillonnaire, ils n'en présentent pas moins une réalité plus nuancée, portée notamment par un tissu associatif riche. Mes yeux. Ok. 7. Ouais, voilà. Des Marocains, des Algériens, des Portugais, des Espagnols, des pieds noirs. On s'entend super bien. Voilà. Mais la sociabilité ne se limite pas à ces structures. Elle s'exprime aussi ailleurs, dans les usages du quotidien, dans l'espace public, à travers la vitalité des commerces. Et là, tout le monde n'y trouve pas son compte. Non, franchement, mes yeux, c'est pas non plus une ville qui est hyper dynamique en termes de jeunesse et de ressources commerciales et d'activités. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que les gens se mélangent et en même temps les infrastructures sont pas faites pour... Enfin, il n'y a rien qui fasse que ça se mixte. En effet, à mes yeux comme à Corba, nombreux sont les habitants qui nous ont confié leur regret de ne pas retrouver un véritable centre-ville vivant et fédérateur à l'échelle de la commune. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes à 30 minutes de la Part-Dieu en tram. Et qu'à partir de là, vous prenez le petit commerce vestimentaire ou chaussures, il trouve sa place dans des grands centres, il ne trouve pas sa place dans des villes comme Mézieux. Le centre-bourg de Corba, c'est plus compliqué. On a essayé des tas de choses et on n'y arrive pas. Même la commune métropolitaine, mais la plus à l'est de Lyon, est à proximité immédiate d'un grand pôle commercial sur un territoire hors métropole. Donc ça n'aide pas non plus le commerce de proximité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une offre de commerce ou de bars et restaurants satisfaisante dans la commune de Mézieux ? Si vous voulez un centre qui soit actif, il faut l'apaiser suffisamment en termes de sécurité et en termes de piétonnisation pour qu'ensuite le commerce trouve sa place. Ils ont la chance d'avoir quand même pas mal de moyens. C'est une ville qui est quand même assez prospère. Mais quand on s'y balade, on a toujours l'impression, en tant que piéton, d'être perdu. On a un cinéma, on a une médiathèque qui est plutôt sympa. Enfin, de ce côté-là, la ville, elle est quand même pas mal dotée. C'est pas anodin. S'ils contribuent à dynamiser la vie locale, ils sont aussi, pour certains, source de déséquilibre. C'est un peu plus fréquenté depuis qu'il y a le stade depuis 4-5 ans. Des infrastructures qui ont été construites aussi. Pas mal de bars, pas mal de restaurants aussi. On est obligé de prévoir nos sorties en fonction d'un match. S'il y a match, on ne touche pas la voiture si elle est garée. Parce qu'on sait que quand on va rentrer, on n'en aura plus. Ces tensions autour du stationnement rappellent à quel point les transports structurent le quotidien. En périphérie, réduire la dépendance à la voiture reste un défi. D'autant plus inégal que toutes les communes ne disposent pas du même maillage de transport en commun. C'est une ville qui est extrêmement large géographiquement, qui occupe un espace important. Donc obligatoirement,
On ne peut pas s'y promener uniquement en vélo. Puisqu'on parlait de Corba, Mézieux et Mions, il y en a une qui a le tram, et il y en a une, Corba, le maire me le dit souvent, c'est quand même une des villes où il y a le taux de motorisation le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est une des moins bien desservies de l'agglomération. Comme c'est des tissus pas denses, c'est compliqué d'aller desservir chaque lotissement. Ça, c'est clair que ça ne sera pas le cas, hein. Donc il faut trouver des solutions de rabattement sur des lignes de TC qui ont de la fréquence, mais pas au pied de chaque maison, quoi. La grosse problématique aujourd'hui de Lyon, le retard phénoménal de Lyon, c'est qu'il n'y a aucun transport séculaire au niveau de la métropole lyonnaise. Alors que toutes les zones industrielles se sont développées sur la périphérie de la métropole. Au-delà des questions de mobilité, c'est une relation plus profonde qui se dessine. Celle qui lie les dynamiques métropolitaines aux réalités des communes périphériques. Il y a nécessité de penser cette échelle-là qui n'est pas toujours à l'échelle prioritaire, parce que les transports collectifs urbains, ça se décide à l'échelle métropolitaine, ça ne se décide pas à l'échelle de la commune. Les métropoles ont quelques velléités d'assemblage, de coopération avec des périphéries proches, sous l'égide des questions périurbaines, mais plus largement d'accès à la ressource, etc. Mais tout ça se fait dans une asymétrie des pouvoirs à l'entrée qui est dramatique. On est la particularité Lyon, parce que vous n'avez pas ça sur les autres métropoles. Hein. Sur les autres métropoles, c'est resté encore, les maires participent à la vie de la métropole. Aujourd'hui, on trouve, nous, élus locaux, qu'il y a un fossé qui s'est fait entre la métropole et les élus locaux sur les échanges et sur les concertations. Parmi les attentes exprimées par les habitants, émerge avec force le besoin d'une démocratie de proximité plus vivante, plus incarnée. On est une ville de bientôt 40 000 habitants. Nous n'avons plus de conseil de développement, par exemple. Alors oui, c'est vrai que la loi explique que le conseil de développement, c'est à partir de 50 000 habitants. Soit, il en existait un. Je pense qu'aujourd'hui, ces temps-là, ils sont fondamentaux pour re-questionner, pour réinterroger certaines choses, certains projets, et pour venir aussi alimenter les élus que nous sommes. Cette aspiration à une participation citoyenne renouvelée pourrait justement devenir un levier majeur pour renforcer l'acceptabilité des projets de transition écologique et énergétique. Des projets qui, chaque jour, prennent davantage racine dans des territoires déjà en pleine transformation. Moi, je ne vois pas la population qui est en défaveur de la transition écologique ou énergétique. Et puis ça serait aller, dans une certaine manière, contre le sens de l'histoire. Par contre, il y a des manières de le faire, il y a des temporalités. Pour la création d'espaces verts, les pistes cyclables, je pense que ça doit être fait. Mais c'est sûr que, et c'est vraiment mon opinion personnelle, ça s'est peut-être fait trop vite. Je préfère qu'on mette en place des pistes cyclables qu'on nous impose des jours pas rouler parce qu'on n'a pas le critère 1. Au cœur de ces enjeux de transition écologique, une question s'impose avec acuité, notamment dans les périphéries marquées par l'étalement urbain. Celle du ZAN, le zéro artificialisation nette. En effet, si le ZAN trace une trajectoire vers une urbanisation plus sobre, la question de la densification qu'il implique reste délicate. Car elle cristallise de nombreuses tensions, à la fois du côté des habitants, attachés à leur cadre de vie, et chez les élus, souvent partagés entre impératifs réglementaires et réalités locales. La ville n'est pas un projet en soi, quoi. Les attentats, plus la crise sanitaire, et on parle de redensifier les villes, il y a quelque chose qui relève un peu de l'absurde, quoi. Ce vote écolo est un vote de rejet massif de la densité. En fait, les villes sont invivables, telles qu'elles ont été reconstruites. Entre 2016 et 2022, il y a eu 56 000 nouveaux arrivants sur la métropole de Lyon. Il faut bien les mettre quelque part, tous ces gens. Aujourd'hui, sur le territoire, tout projet collectif fait l'objet d'un contentieux. Notre conclusion, c'est de dire qu'en fait, c'est une schizophrénie sociétale. Qui est de dire, en fait, on a besoin de logement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent, mais on n'arrive plus à loger nos enfants. On a un vrai problème. De l'autre côté, c'est le syndrome NIMBY, quoi. Not in my backyard. C'est qu'il y a 50 ans, quand il y avait de la densité, c'était une bonne nouvelle parce qu'on améliorait un quartier. Il y avait des équipements qui arrivaient, etc. On était vraiment dans une roue. Aujourd'hui, avec des inconvénients. Bien souvent, la densification va avec une augmentation des prix. C'est-à-dire que ce n'est pas en densifiant qu'on résoudra la crise du logement.